La réforme des retraites, le projet de loi sur l'immigration, l'entrée en vigueur, on en parlait de la réforme de l'assurance chômage. C'est un ministre qui a beaucoup de dossiers très brûlants sur la table avec nous ce matin. Bonjour et bienvenue dans les Bonjour. 4V, Olivier Dussopt. Qu'est-ce que vous dites aux millions de personnes qui ont manifesté hier dans les rues et qui ne veulent pas de la réforme des retraites? Quel est le message que vous leur faites passer ce D'abord, matin? il faut prendre acte des choses. La mobilisation est importante. Ça ne sert à rien d'être dans un déni. Impressionnante? Il faut toujours dire, elle est très importante. Il faut toujours dire la réalité telle qu'elle est. Mhm. La mobilisation est importante. Ça doit nous amener à toujours continuer à expliquer, à essayer de convaincre, à le faire avec humilité, parce qu'on parle d'un sujet qui est toujours compliqué. Quand on parle de retraite, on parle de la vie des gens. On parle de leur carrière, on parle de la reconstitution de leur carrière. Et puis, dire pourquoi nous faisons cette réforme, parce qu'il n'y a pas un gouvernement qui mène une réforme des retraites de gaieté de cœur. Nous savons que c'est difficile. Est-ce que ça vous fait vaciller sur vos certitudes de voir autant de monde et autant de rejets, autant de sentiments d'injustice? Vaciller sur les certitudes, non, parce que nous savons que cette réforme est nécessaire. Elle est nécessaire parce que le système ne tient pas aujourd'hui. Il est en déficit. Il est en déficit dès 2023. Il sera en déficit de plus de 12 milliards d'euros par an en 2027 et c'est presque 15 milliards en 2030. Et donc c'est un déficit qui va en s'accumulant, en s'aggravant. Beaucoup de Français disent oui, il faut sans doute une réforme des retraites, mais il ne faut pas celle-là. Il y aura 2 nouvelles mobilisations qui sont annoncées déjà pour mardi prochain et pour le samedi suivant, les 7 et 11 février. Il faut durcir le ton, a dit Philippe Martinez. Ça vous inquiète ou est-ce que vous dites finalement les chiens aboient et la caravane passera? Il faut continuer à expliquer. Moi, j'entends ce que vous dites. Il faut une réforme, mais pas celle-ci. C'est quoi l'autre réforme? C'est les Français qui disent ça. Voilà. Je le reprends dans votre propos. Mais qu'est-ce que c'est l'autre réforme? C'est la proposition de la France Insoumise et de M. Mélenchon, qui dit la retraite à 60 ans, ça coûte 85 milliards d'euros par an. C'est baisser les retraites, c'est augmenter les prélèvements obligatoires, demander aux Français, aux retraités, de payer 500, 600, 700 euros de cotisations supplémentaires chaque année. Nous sommes dans un pays où les prélèvements obligatoires sont très élevés. Nous sommes aussi dans un pays où nous tenons à protéger le pouvoir d'achat, et notamment celui des retraités, et où nous savons qu'il y a un moment où la dette ne peut pas être encore accumulée. Bon, mais sur cette réforme, est-ce non, qu'il y a mais des marges de discussion et des oui, marges d'évolution? il y en a, mais si j'insiste sur ce point, c'est parce qu'il ne faut pas mentir aux gens qui travaillent, ni même aux gens qui manifestent. Le système ne Est-ce tient pas. est-ce que vous les et il faut le braquez dire. pas, les gens qui manifestent? Est-ce que vous avez vu, vous, à Rodez, à Mende, à Paris, à Toulouse, comment on dit, des bobos, du gauchisme paraissent et des bobos, comme a dit Gérald Darmanin? Vous Est-ce que savez, dans une manifestation, chacun manifeste et d'une ville à l'autre, les choses sont très différentes. Vous me dites, est-ce qu'il y a des marges de manœuvre? Nous avons un texte qui aujourd'hui est au Parlement. C'est le temps du débat parlementaire. Et le débat parlementaire, il a évidemment vocation à améliorer les choses. Au passage, on améliore le texte dans un débat quand on débat sereinement. Quand il y a des milliers d'amendements répétitifs, ça n'est pas vraiment un débat. Mais nous pouvons aller plus loin. Il y a des choses qui sont dites, que j'ai entendues notamment parmi les députés de la Commission des affaires sociales, sur l'emploi des seniors. Certains députés nous disent, des entreprises de plus de 300 salariés, peut-être qu'on pourrait descendre on va être très à concret. 50. On va y aller point par point. Donc, on va commencer par ces fameux index pour forcer les entreprises à garder les seniors en emploi. Certains disent que c'est un peu léger de leur demander juste de publier. Est-ce que vous allez durcir cette règle? D'abord, s'il n'y avait que l'index, ça ne serait pas suffisant. Nous allons aussi faciliter la retraite progressive, faciliter l'accès à la formation. Et dans le cadre d'un projet de loi sur l'emploi que j'aurai l'occasion de présenter avant l'été, nous aurons des mesures pour l'emploi des seniors très particulières, parce que c'est la clé de la réussite de la réforme et la clé du plein emploi. Je disais à l'instant, beaucoup de députés, dans la majorité, au-delà, souhaitent que ce ne soit pas seulement les entreprises de plus de 300 mais qui soient concernées, mais les entreprises d'une taille moins importante. De plus de 50? De plus de 50 par exemple, et il faut le regarder, voir comment on peut articuler cela. Vous y êtes favorable pour dire les choses clairement? Si on a un outil de mesure qui ne soit pas un monstre d'administration et de paperasserie pour les entreprises, il faut qu'on puisse avancer. Donc, pardon, mais on a vraiment besoin de clarté. Pardon, donc on va essayer d'être concret et concis. Vous êtes favorable à ce que cet index concerne les entreprises de plus de 50 salariés? J'ai dit à l'instant que le débat la semaine prochaine dans l'hémicycle doit nous permettre d'avancer et que si on peut avoir un outil de mesure qui ne soit pas un océan d'administration et de tracasserie administrative pour les chefs d'entreprise, on parle de petites entreprises, 50, 60, 70 personnes, ça reste des petites entreprises, des moyennes entreprises. Il faut y faire attention. Et puis, il y a d'autres députés, aussi dans la majorité par ailleurs, qui nous disent, très bien, l'index va être créé, si l'entreprise ne joue pas le jeu de la transparence de la publication, il y a une sanction, il y a une obligation de négociation d'un accord sur les seniors, ce sont des pas dans la bonne direction. Mais qu'est-ce qui se passe si, une fois qu'il y a l'index, une fois qu'il y a cette obligation de négociation, l'entreprise ne joue pas le jeu, ne met pas en œuvre les actions? Est-ce qu'on ne peut pas prévoir quelque chose qui l'oblige à le faire dans un deuxième temps, pour une fois qu'on a constaté le résultat? Peut-être que c'est aussi une piste qu'il faut Il pourrait y avoir un étudier. système de bonus-malus, par exemple? Ça, le bonus-malus, ça marche dans certains cas. Ouais. C'est le cas notamment pour la question de la lutte contre les contrats courts et de la précarité. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Le débat parlementaire de la semaine prochaine va nous le En tout permettre. cas, il faut durcir, c'est ce qu'on Mais entend. en tout cas, il faut entendre
ce que disent les députés, y compris dans notre majorité, quand ils nous disent qu'il faut être plus efficace. Les sanctions, elles concerneront un défaut de publication de l'index. On est bien stade, d'accord, oui. un défaut de publication. Elles ne vont pas sanctionner les entreprises dont les résultats seraient insuffisants. Est-ce qu'on ne confond pas le fond et la forme Alors, là? il y a deux aspects, et c'est important de pouvoir le souligner. Dire qu'il y a une obligation de transparence, c'est déjà un premier pas très important qui permettra de mesurer l'implication de chaque entreprise dans le maintien dans l'emploi des seniors, le recrutement, mais je pense en particulier au maintien. En faisant attention à ce que les caractéristiques des branches professionnelles soient prises en compte. Selon le secteur d'activité, la place, la part des seniors dans les effectifs n'est évidemment pas la même. Il y a un deuxième temps qui est de faire en sorte que l'emploi des seniors soit un objet de dialogue social, c'est une demande des partenaires sociaux, un vrai objet de dialogue social au titre du Code du travail, avec un point d'attention très particulier. Il ne faut pas que les accords sur l'emploi des seniors soient des accords de départ des seniors de l'entreprise. Trop souvent, il y a des entreprises qui présentent les accords sur l'emploi des seniors. Vous voulez un plan sur plusieurs années avec des clauses de revoyure, c'est quoi l'idée? Et au bout d'une période d'observation, peut-être que c'est 2 ans, 3 ans, parce qu'on est sur des méthodes et des objets qui prennent un peu de temps, voir comment ont évolué ces entreprises. Je ne parle pas de notes à dessein. Il faut regarder quelles sont les évolutions. Et s'il n'y a pas d'évolution, trouver un moyen de les amener. On se revoit et on adapte, c'est l'idée. Et évidemment qu'on puisse trouver quelque chose d'efficace pour que la situation qu'on connaît aujourd'hui ne soit plus la même et que l'emploi des seniors soit favorisé. J'ai beaucoup de questions très concrètes à vous poser. Déjà, revenons à la base, l'âge légal de départ à 64 ans, est-ce que ça reste non négociable? Est-ce que vous pouvez reculer sur ce point? Vous savez, nous avons fait campagne, le président de la République a fait campagne, les députés de la majorité ont fait campagne, en indiquant que le meilleur moyen d'équilibrer le système de retraite, c'était de porter progressivement l'âge à 65 ans. Nous avons entendu, nous avons retenu 64 ans, parce que ça nous permet d'atteindre nos 2 objectifs. Est-ce que cet âge reste non négociable au lendemain des manifestations? Ça nous permet d'atteindre nos 2 objectifs, de ramener le système à l'équilibre et de l'améliorer. Et je le dis parce que c'est un point important. Les économies et donc les recettes nouvelles que permet cet âge à 64 ans en 2030, ça n'est pas pour demain, ça n'est pas tout de suite. Un tiers de ces économies, je voudrais juste que vous répondiez à ma question. Va permettre de financer. Vous faites de la pédagogie sur les plateaux depuis des semaines. Là, moi, je voudrais savoir la réponse à la rue d'hier. Est-ce que l'âge de 64 ans reste non négociable? Ce qui n'est pas négociable, c'est le retour à l'équilibre. Et si on ne va pas à 64 ans en 2030, on n'équilibre pas le système. Et donc, c'est important d'avoir un âge de départ qui nous permette de faire face à un défi démographique qui fait qu'il y a moins de cotisants par retraité et que si on veut avoir des recettes pour payer les retraites, sauver le système, mais aussi financer de nouveaux droits sur les carrières longues, sur le fait qu'on puisse relever les pensions minimum. Est-ce que l'âge de 64 ans est négociable, oui ou non? Je viens de vous répondre que si nous ne faisons pas 64 ans, nous n'équilibrons pas le système. Voilà. Pour les femmes, un peu pénalisées par le report de l'âge légal, pour reprendre les mots de votre collègue du gouvernement, Franck Riester, est-ce qu'il est envisageable que l'âge de départ à taux plein ne soit pas à 67, mais peut-être à 66 ou 65 ans? Je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Non. Et parce que vous parlez de l'âge de suppression de la décote, qui est aujourd'hui à 67 ans. L'âge légal de départ est à 62, il passe à 64, et l'âge de suppression de la décote reste à 67 ans. C'est aussi important de le souligner. Elle pourrait avoir des trimestres supplémentaires alors, parce qu'elles en perdent le bénéfice quand elles ont des enfants. Habituellement, quand on relève l'âge, on relève aussi l'âge de suppression de la décote. Vous dites les femmes pénalisées. Aujourd'hui, la situation telle qu'elle est aujourd'hui, l'âge de départ à la retraite, non pas l'âge légal, mais l'âge constaté, l'âge moyen, c'est le même entre les femmes et les hommes. En 2030, les femmes partiront plus tôt que les hommes. Il y a tout un débat autour de ce qu'on appelle les droits familiaux. Lorsque vous êtes salarié du secteur privé, affilié au régime général, chaque fois qu'une femme a un enfant, à chaque maternité, ce sont 4 trimestres validés. Dans le secteur public, c'est 2 trimestres. D'abord, il y a un problème de justice. Donc, il faut ouvrir un chantier pour égaliser tout cela. Et ce système qui a été créé à la fin des années 60, au début des années 70, a été créé à un moment où la maternité signifiait l'arrêt de la carrière. Et donc, les trimestres attribués visaient à compenser des trimestres qui ne pouvaient pas être cotisés. Et qui sont effacés aujourd'hui par la réforme. Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes, et c'est très bien, parce que l'emploi des femmes, le développement de l'emploi des femmes, fait que ces trimestres viennent en plus de trimestres cotisés. Il faut qu'on regarde comment la maternité puisse être, non pas neutralisée, le terme n'est pas exact, mais faire en sorte que ce ne soit pas un frein pour les carrières. Que ça soit mieux pris en compte. Et avec la Première ministre, on souhaite vraiment que sur cette question des droits familiaux, on puisse avoir une réflexion qui permette d'abord de les rendre plus justes. Donc il y aura des annonces sur les femmes. Et de les adapter. Il y aura des annonces nous avons déjà dit, mais nous avons déjà dit que nous allions travailler avec le Conseil d'orientation des retraites. Et je sais que les parlementaires sont passionnés, c'est normal, par ce sujet. Je serai cet après-midi devant la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale pour justement continuer à avancer sur ces chantiers de modernisation. Il y a un autre grand dossier, il nous reste à peine une minute, le projet de loi sur l'immigration qui est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. J'ai une question très concrète. Les métiers en tension, est-ce qu'il fera partie de ce projet de loi quoi qu'il arrive ?
Il est La dans le partie qui il est vous dans le concerne. texte que nous présentons tout à l'heure avec Gérald sera Darmanin dans devant le le texte. Conseil des ministres. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait des quotas par métier ou des quotas par région? Aujourd'hui, nous avons prévu la possibilité de régulariser des travailleurs en situation irrégulière, mais qui travaillent dans des métiers en tension, et de créer un titre de séjour pour leur permettre de rester sur le territoire Ouais. et de continuer à être, par ailleurs, en emploi, en activité et dans des secteurs dont l'économie a besoin de manœuvre. Il y a un certain nombre de parlementaires, notamment à droite, pour dire les choses très directement, Ouais, ouais. qui souhaitent limiter le nombre de cartes de Ils séjour redoutent un ainsi appel d'air. données, parce qu'ils craignent un appel d'air, Ouais. thèse que je ne partage pas. Ouais. Et le débat va s'ouvrir. Ça n'est pas dans le texte que nous proposons, mais le débat va s'ouvrir. Nous serons à l'écoute des Vous parlementaires. êtes favorable à des quotas par région ou pas? Par région, je ne crois pas que c'est beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, la liste des métiers en tension a déjà une déclinaison régionale pour tenir compte des caractéristiques de l'économie par région. Olivier Dussopt, dans un pays qui compte encore plus de 5 millions de chômeurs si on compte les catégories A, B et C, est-ce que le vrai sujet ne serait pas de rendre ces métiers attractifs pour les Français qui cherchent du boulot et non pas de donner des titres de séjour à des étrangers? Mais pardonnez-moi, les métiers en tension dont nous parlons et la carte de séjour dont nous parlons, il s'agit d'hommes et de femmes en situation irrégulière depuis longtemps sur le territoire qui travaillent, qui occupent déjà ces postes, dans des secteurs où la première difficulté, c'est de recruter. L'attractivité des métiers est évidemment un facteur clé, c'est un levier. Mais on parle d'hommes et de femmes qui travaillent déjà. On ne parle pas de nouveaux entrants, on ne parle pas de flux. On parle d'hommes et de femmes qui sont sur le territoire. Les opposants de droite disent et d'extrême droite disent ça va appeler des gens, ça va être un appel d'air. Pardon, quand on pose comme condition pour avoir cette carte, d'être sur le territoire depuis 3 ans, de travailler depuis 8 mois, ça n'est pas un appel d'air. C'est permettre à des hommes et des femmes qui travaillent, qui s'intègrent, qui souhaitent être intégrés, d'avoir une situation administrative qui soit stable et qui soit sécurisée pour eux et pour leur employeur. Merci beaucoup Olivier Dussopt d'être venu dans les 4V. Merci à vous. Merci à vous deux.